Why do you want to work out? What is your goal? Comment est-il possible qu'un homme, retiré depuis 5 ans, sans préparation officielle, sans prévenir personne, soit revenu sur la plus grande scène du culturisme et ait gagné? Arnold Schwarzenegger, 1980. Un retour inattendu qui a changé l'histoire à jamais. Mais méritait-il vraiment cette victoire? Aujourd'hui, nous allons comparer l'Arnold invincible de 1975 avec le champion controversé de 1980. Et je te garantis une chose, après avoir vu ça, tu ne regarderas plus jamais cette compétition de la même façon. Arnold Schwarzenegger n'était pas seulement un champion, c'était un phénomène. En 1975, il était au sommet du monde. 5 fois Mister Olympia, le physique le plus dominant de son époque, une présence qui écrasait quiconque osait monter sur scène avec lui. Cette année-là, il annonce sa retraite devant les caméras, dans le mythique documentaire Pumping Iron, comme pour clore sa carrière en beauté. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'il réapparaisse 5 ans plus tard. Australie, 1980, l'événement le plus attendu de l'année, et personne ne savait qu'Arnold était là, sans qualification, sans préparation publique, sans prévenir personne. Il est juste apparu, et il a gagné. Et avec cette victoire, il a déclenché l'une des plus grandes controverses de l'histoire du culturisme. Alors, dans quel état était vraiment Arnold lors de ce retour? Et surtout, comment se comparait-il à sa version la plus dominante, celle de 1975? Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas pour dire s'il devait gagner ou non. C'est une exploration passionnée mais objective de 2 moments clés dans la carrière d'une légende. Et à la fin, tu auras une vision bien plus claire du véritable héritage d'Arnold. Au milieu des années 70, Arnold Schwarzenegger n'était pas juste un culturiste, il était le culturiste. À seulement 28 ans, il avait déjà conquis le monde du fer avec 5 titres consécutifs de Mister Olympia. Son physique semblait sculpté par les dieux, et sa domination sur scène était telle que juges, rivaux et public savaient qu'il n'y avait personne comme lui. Mais en 1975, tout change. Cette année-là, il participe pour ce qui devait être sa dernière compétition, puis il annonce sa retraite. Et il le fait au moment exact où les caméras tournent Pumping Iron, le documentaire qui allait l'immortaliser comme l'icône que nous connaissons tous aujourd'hui. Il s'en va invaincu, glorieux, imbattable. Pendant 5 longues années, le trône reste vide. Arnold se tourne vers Hollywood, les affaires, la politique. On croit alors qu'il a définitivement laissé le culturisme derrière lui. Mais voilà que 1980 arrive. Lieu, Sydney, Australie. Événement, Monsieur Olympia. Ce que personne ne savait, c'est qu'Arnold préparait quelque chose, en silence, à huis clos. Quelques jours seulement avant l'événement, il apparaît dans les coulisses, sans s'être qualifié, sans aucune compétition préalable, sans que ses adversaires ne s'y attendent. Ce jour-là, il monte sur scène, et il gagne. Alors, était-ce un exploit impossible, un abus de pouvoir, ou simplement le dernier coup de génie d'un maître du culturisme? Pour comprendre, il faut aller au-delà du titre. Il faut comparer pose par pose, muscle par muscle, l'Arnold de 1975 contre celui de 1980. C'est le seul moyen de découvrir la vérité. Commençons par l'une des poses les plus emblématiques du culturisme, le double biceps frontal. En 1975, Arnold était une force irrésistible. Bras massifs, pectoraux pleins, taille fine et une assurance totale dans la pose. Mais ce qui faisait vraiment la différence, c'était le niveau de finition, ce petit détail chirurgical qui faisait paraître chaque muscle taillé au scalpel. En 1980, la masse était toujours là. Les bras impressionnaient encore, la structure générale était intacte, mais quelque chose avait changé. Le corps semblait plus plat, moins détaillé, comme si la sculpture était toujours là, mais recouverte d'une fine couche de marbre brut, non poli. Et puis, il y avait les jambes. En 1975, même si ce n'était pas son point fort, elles affichaient une définition correcte. Mais en 1980, les critiques sont arrivées vite. Jambes plus lisses, moins dessinées, moins dramatiques. Pour beaucoup, c'est là que la différence a commencé à se voir. Tu fais déjà grandir tes muscles et ton corps. Mais il y a une chose qui ne peut pas rester à la traîne. Si tu veux découvrir la nouvelle méthode pour agrandir ta virilité en quelques jours, le lien est dans la description. Elle te remerciera. Expansion dorsale de face. L'expansion dorsale frontale est l'une de ces poses qui, lorsqu'elle est bien réalisée, coupe le souffle.
C'est la pose qui transforme un corps musclé en montagne vivante. Et même si Arnold n'était pas connu pour avoir le dos le plus large du circuit, il savait en tirer le maximum. En 1975, son exécution était élégante, équilibrée, imposante. Et en 1980, c'est là que le mystère s'épaissit. Les images disponibles de cette pose sont rares, de mauvaise qualité, ou tout simplement inexistantes sous un bon angle. Et ça, en soi, veut déjà dire beaucoup. Pourquoi n'existe-t-il aucune bonne prise de cette pose en 1980 ? Était-ce un manque de préparation ? Ou alors Arnold savait-il que ce n'était pas son meilleur angle cette année-là et l'a délibérément évité ? Pectoraux de côté, side chest. La pose de profil du torse, le side chest, était le territoire d'Arnold. Ici, il ne montrait pas seulement la taille, mais aussi le contrôle. En 1975, il ressemblait à une statue romaine prenant vie. Pectoraux denses, épaules rondes, bras enroulés comme un serpent de marbre et une expression de domination totale. Mais 5 ans plus tard, en 1980, même si la structure générale était toujours là, quelque chose avait changé. Les pectoraux restaient puissants, mais le niveau de détail, celui qui fait paraître la peau aussi fine qu'un film plastique, avait disparu. La différence était subtile, mais évidente pour un œil entraîné. Et encore une fois, les jambes trahissèrent l'histoire. En 1975, sans être parfaites, elles accompagnaient bien le reste. En 1980, elles paraissaient plates, moins travaillées, comme si Arnold avait poli la partie supérieure, mais laissé la base inachevée. Double biceps de dos. Il y a une raison pour laquelle beaucoup redoutaient de voir Arnold de dos. Le double biceps arrière, c'était sa carte secrète. Pas parce qu'il avait le dos le plus large, mais parce qu'il savait exactement comment le présenter. En 1975, il dominait cette pose avec une précision chirurgicale, dorsaux déployés comme des ailes, bras d'une forme parfaite, et cette posture légèrement inclinée qui ajoutait de la profondeur et du drame à la scène. En 1980, étonnamment, cette pose ne semble pas très éloignée de sa version antérieure. Les bras sont toujours imposants, la forme est là, et son expérience sur scène fait que, même sans être à 100%, la pose fonctionne. Mais il y a un détail qu'on ne peut pas ignorer. Les jambes. Même en 1975, ce n'était pas son point fort. Mais en 1980, le contraste avec le haut du corps est encore plus flagrant. Les ischio-jambiers manquent de densité et de séparation, comme si son physique était un bâtiment majestueux dont les fondations ne sont plus aussi solides. Double biceps en torsion, three-quarter twisting biceps. Cette pose n'est pas juste technique, c'est de l'art. Et Arnold était un artiste de la scène. Le three-quarter twisting biceps est une de ces poses que très peu peuvent exécuter avec élégance. Elle est asymétrique, complexe, et demande un mélange presque parfait de force, de contrôle et d'esthétique. En 1975, Arnold avait tout. Dans cette pose, ses bras se courbaient comme une œuvre d'art vivante. Le torse tourné donnait l'illusion d'un plus grand volume, tandis que sa taille restait fine. Une silhouette qui ressemblait plus à une sculpture en mouvement qu'à un corps réel. En 1980, la magie est encore là, mais recouverte d'un léger voile. Les images existantes varient en qualité et en éclairage, ce qui joue en sa faveur, car bien que la pose soit bonne, elle n'a plus la même netteté, ni le même tranchant visuel. C'est comme regarder un tableau classique à travers une vitre embuée. La forme est toujours belle, mais l'impact ne transperce plus comme avant. Pose de la menthe religieuse, Mantis pose. Toutes les poses ne s'apprennent pas dans les livres. Certaines se ressentent. La pose de la menthe religieuse ne figure pas dans les règlements officiels, mais vit dans l'imaginaire de tout fan de culturisme classique. Arnold l'utilisait comme une signature personnelle. Coudes relevés, avant-bras croisés devant la poitrine, biceps tendus comme les lames d'une créature puissante. C'était théâtral, élégant, presque intimidant. En 1975, cette pose était une déclaration de grandeur. Elle ne montrait pas seulement ses bras monstrueux, mais aussi sa maîtrise absolue de la scène. Personne d'autre ne la faisait ainsi, personne d'autre ne le pouvait. En 1980, il la répète. Et même si la silhouette reste reconnaissable, l'impact n'est plus le même. La taille est là, la forme aussi, mais il manque quelque chose. La définition, l'éclat, cette énergie brute qui disait « Je suis là et personne ne peut me battre ». Et pourtant,
la voir reste un moment d'histoire pure, car la mantis pose, ce n'est pas seulement du muscle, c'est de l'héritage. Et là-dessus, Arnold restait invaincu. Pose sans nom. Certaines poses n'ont pas besoin de nom, leur impact parle pour elles. Dans cette image, Arnold n'exécute pas une pose classique, mais tout en lui exprime un contrôle absolu du corps. Torse légèrement tourné, bras contractés, abdominaux tendus, et ce tracé de triceps comme sculpté au ciseau. En 1975, la séparation musculaire était si nette qu'on avait l'impression que chaque groupe musculaire respirait indépendamment. La peau, fine comme du papier. Le corps, aussi aiguisé qu'une lame. Comme si chaque muscle savait qu'il était observé et voulait impressionner. En 1980, la scène change. La forme est toujours là. Arnold n'a pas perdu la masse ni la présence, mais la finition ne coupe plus. Les muscles ne brillent plus avec la même définition extrême. C'est comme regarder une épée toujours létale, mais qui a perdu un peu de tranchant. Ce n'est pas mauvais. Mais on vient de la perfection. Et dans ce monde, même 90% peuvent sembler une chute. Most muscular, pose de puissance. La most muscular, ce n'est pas juste une pose. C'est un cri de guerre. C'est le moment où le corps cesse d'être de l'art pour devenir pure puissance. En 1975, Arnold l'exécute comme s'il sculptait sa propre légende en temps réel. Pectoraux explosifs, bras comme des colonnes, cou tendu, mâchoire serrée. Chaque fibre musculaire semble vouloir traverser la peau. Pas de doute, pas de vide, juste la puissance absolue. En 1980, l'histoire change. La pose est là, oui, la masse aussi. Mais quelque chose s'est envolé. Le shine, cet éclat de peau tendue qui donnait l'impression d'une statue vivante ciselée, a disparu. Les jambes semblent plates, sans la même tension ni détail. La masse est là, mais la précision ne l'est plus. Et c'est ce qui sépare un bon physique d'un physique inoubliable. Parce qu'en 1975, Arnold ne montrait pas seulement du muscle, il montrait la perfection. En 1980, il impressionne encore. Mais l'impact n'est plus un coup direct, c'est l'écho de ce qui fut un jour la chose la plus redoutée sur scène. Jusqu'ici, nous avons vu deux Arnold, le sculpté et dominateur de 1975 et l'imprévisible de 1980. Mais il y a quelque chose qui dépasse les poses et les comparaisons, quelque chose qu'on ne voit jamais sur une fiche de score, le facteur surprise. En 1980, Arnold n'est pas seulement revenu, il l'a fait en silence. Pendant que les autres compétiteurs affinèrent leur physique pendant des mois, lui s'entraînait en secret, sans presse, sans projecteur, sans annonce officielle. Certains disent qu'il a pris la décision finale à peine quelques semaines avant le concours. Et pourtant, lorsqu'il est apparu dans les coulisses de Sydney, avec son physique encore impressionnant et son sourire de légende, l'atmosphère a complètement changé. Beaucoup de concurrents ont perdu leur concentration. D'autres se sont tout simplement agacés, car ils savaient ce que cela signifiait. Arnold n'était pas là pour tenter sa chance. Il était là pour gagner. Sa condition physique générale n'était pas la meilleure. Il manquait de définition. Les jambes ne suivaient pas. Sa symétrie n'était plus parfaite. Mais il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas nier. Sa simple présence imposait. Et cela pèse bien plus que ce que beaucoup veulent admettre. La grande question est donc, combien son physique a-t-il compté? Et combien son nom a-t-il pesé dans la balance? Arnold a-t-il gagné en 1980 pour ce qu'il était ou pour ce qu'il représentait encore? C'est peut-être là le véritable mystère de sa dernière victoire. En 1975, Arnold incarnait la perfection physique. Symétrie, masse, présence, tout était calibré au millimètre près. C'était un physique dominant, tranchant, préparé pour éblouir. Ce fut son adieu idéal, dans sa meilleure forme, presque mythique. En 1980, en revanche, on a vu une autre facette du même homme. Plus grand par le nom que par le corps, moins défini, moins prêt, mais tout aussi influent. Car même si son physique n'était plus au niveau de sa légende, son impact restait intact. Et c'est là que réside le véritable mystère. Qu'est-ce qui pèse le plus sur scène? Les muscles ou l'histoire que tu portes sur tes épaules? Arnold n'a pas gagné qu'avec son corps, il a gagné avec son ombre, avec son héritage, avec la pression que sa simple présence exerçait sur tous les autres. 1975 fut son sommet physique,
1980, sa victoire mentale. Et c'est dans ce contraste que s'est construit quelque chose de plus grand qu'un titre, le mythe. Parce qu'Arnold n'a peut-être concouru que 2 fois, mais il n'y en a qu'un seul. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, on essaie toujours de le comprendre. Si cette vidéo sur Arnold Schwarzenegger au Mr Olympia t'a plu, tu vas adorer celle-ci sur les plus grands athlètes de l'histoire du Mr Olympia. Tu vas rester bouche bée, ne la manque surtout pas. Comment un jeune homme d'un petit village en Autriche, issu de familles modestes, est devenu une légende mondiale et a changé à jamais le monde du bodybuilding? Comment a-t-il réussi à conquérir Hollywood et devenir gouverneur de Californie? Restez avec nous pour le découvrir. Voici l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Imaginez grandir dans un petit village avec de grands rêves et devenir célèbre dans le monde entier. Ainsi commence l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, l'homme qui a changé à jamais le monde du bodybuilding et du fitness. Arnold est né le 30 juillet 1947 en Autriche, dans une famille modeste. Son père, Gustav Schwarzenegger, était un chef de police strict et sa mère, Aurelia, était femme au foyer. L'enfance d'Arnold n'a pas été facile. Il a grandi dans une maison sans beaucoup de confort et sous la discipline stricte de son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt particulier pour le bodybuilding, s'inspirant de figures comme Reg Park, Steve Reeves et Johnny Weissmuller. Arnold passait des heures à regarder les films de ses héros et rêvait de devenir l'un d'eux un jour. À 14 ans, il a commencé à s'entraîner avec des poids en utilisant du matériel rudimentaire qu'il fabriquait lui-même. Sa passion pour le bodybuilding était évidente, et il a vite commencé à s'entraîner sérieusement dans une salle de sport locale. Il s'entraînait avec une détermination et une discipline hors du commun, s'entraînant souvent 2 fois par jour. Sa passion pour le bodybuilding grandissait chaque jour et il décida rapidement qu'il voulait devenir le meilleur du monde. Arnold avait une vision claire. Il voulait devenir le meilleur bodybuilder du monde, puis conquérir Hollywood. À 20 ans, Arnold remporte son premier titre de Mister Universe, devenant ainsi le champion le plus jeune de l'histoire à le faire. Mais sa véritable aventure a commencé lorsqu'il a décidé de déménager aux États-Unis, le centre névralgique du bodybuilding. Avec à peine de l'argent dans ses poches et un anglais limité, Arnold s'est lancé dans la conquête du monde du bodybuilding. Il arriva à Los Angeles en 1968, où il rencontra Joe Weider, une figure clé du bodybuilding, qui a vu le potentiel en Arnold et l'a aidé à s'établir. Le début n'a pas été facile. Arnold a dû faire face à des barrières culturelles et linguistiques. Il a travaillé dans des emplois subalternes pour subsister, y compris dans la maçonnerie. Parfois, il se sentait accablé et doutait de pouvoir vraiment réaliser ses rêves. Cependant, sa discipline et sa détermination n'ont jamais faibli. Cela lui a permis de saisir des opportunités, ce qui l'a conduit à remporter son premier Mister Olympia en 1970. Ce fut le début d'une incroyable série de 7 victoires consécutives au Mister Olympia, et il franchit le seuil pour devenir une légende du bodybuilding. Tout au long de sa carrière, Arnold a dû faire face à de nombreux défis. Sa rivalité avec Lou Ferrigno, immortalisé dans le documentaire Pumping Iron, ne l'a pas seulement motivé à devenir meilleur, mais a également popularisé le bodybuilding à travers le monde. Pumping Iron a montré au grand public l'intensité de la préparation et de la compétition dans le bodybuilding, et Arnold est devenu une figure mondialement reconnue. Derrière chaque victoire, il y avait un effort titanesque. Arnold se soumettait à des entraînements exhaustifs, toujours à la recherche de moyens pour surpasser ses propres limites. Sa routine d'entraînement était légendaire, s'entraînant souvent jusqu'à 5 heures par jour, combinant levée de poids et exercices cardiovasculaires. Son régime alimentaire était strict, riche en protéines et minutieusement planifié. Sa dévotion et son éthique de travail l'ont mené au sommet du bodybuilding. L'épreuve suprême est arrivée en 1975, lorsque Arnold a concouru lors de l'un des Mister Olympia les plus mémorables de l'histoire. Après cette victoire,
il décida de se retirer du bodybuilding compétitif pour explorer de nouvelles frontières. Arnold n'a pas seulement conquis le bodybuilding, mais aussi Hollywood. Son premier grand succès fut Conan le Barbare en 1982, un film qui le propulsa au sommet. Par la suite, des films emblématiques tels que Terminator, Predator, Total Recall et True Lies ont consolidé son statut de superstar mondial. En 1980, il a étonné le monde en revenant pour gagner son 7e Mister Olympia. Cette dernière victoire fut un témoignage de son esprit compétitif inébranlable et de sa capacité à surmonter tous les défis. Arnold ne s'est pas arrêté là. Il s'est réinventé en tant que politicien, servant comme gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Pendant son mandat, il a promu des politiques de santé et de fitness en mettant l'accent sur l'éducation physique dans les écoles et en plaidant pour un mode de vie sain. Aujourd'hui, Arnold reste une figure influente à travers l'Arnold Sports Festival, l'un des plus grands événements de bodybuilding au monde, et son travail dans la communauté du fitness continue d'inspirer de nouvelles générations à poursuivre leurs rêves et à améliorer leur santé. De plus, Arnold a écrit plusieurs livres sur le bodybuilding et le fitness, partageant ses connaissances et son expérience avec des millions de followers à travers le monde. L'histoire d'Arnold Schwarzenegger est un véritable voyage héroïque, depuis un petit village en Autriche jusqu'à la gloire mondiale. Sa vie est un témoignage que, avec détermination et travail acharné, les rêves peuvent devenir réalité. Est-ce Arnold, l'homme le plus influent du bodybuilding? Quelle que soit votre réponse, son héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Souhaitez-vous une vidéo plus approfondie et détaillée sur la vie d'Arnold? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'histoire d'Arnold Schwarzenegger est celle d'un homme qui a su transformer ses rêves en réalité grâce à une détermination inébranlable et à un travail acharné. Né dans un petit village en Autriche, il n'a pas été destiné à la gloire, mais il a su dépasser ses origines modestes pour devenir une légende mondiale dans le monde du bodybuilding, du cinéma et même de la politique. Son parcours nous enseigne que peu importe d'où l'on vient, avec de la persévérance, de la discipline et une vision claire, il est possible de surmonter les obstacles et de réaliser des rêves qui semblent parfois inaccessibles. Le succès d'Arnold n'est pas seulement une question de muscles ou de films à succès, mais aussi de son esprit de compétiteur et de son engagement envers des causes qui lui sont chères. De ses débuts difficiles à son ascension dans le monde du cinéma, il n'a jamais perdu de vue ses valeurs et ses objectifs, devenant ainsi une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. En conclusion, l'histoire d'Arnold Schwarzenegger est une véritable leçon de vie. Elle nous rappelle que les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain, et que chaque échec peut être une occasion de se relever plus fort. Son parcours démontre qu'avec du travail, de la passion et une volonté de faire, tout est possible, peu importe les circonstances de départ. Arnold a montré qu'il est possible de changer le monde, non seulement à travers sa carrière, mais aussi en influençant positivement la société. Sa vie est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à accomplir quelque chose de grand, à persévérer dans leurs efforts et à ne jamais perdre espoir. Si vous avez aimé cette histoire, voici une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et dites-nous quelle partie de l'histoire d'Arnold vous a le plus inspiré. À la prochaine fois.